Dans cette vidéo, on va plonger dans les différents types de rendus web. On va les comparer, les illustrer concrètement et surtout vous donner des repères clairs pour choisir la bonne stratégie selon votre projet. Avant de démarrer, je vais vous présenter deux points importants pour la suite de la vidéo. La différence entre une SPA, Single Page Application, et une MPA, Multi-Page Application. Et deuxièmement, comment un web crawler va référencer votre site et comment ça peut impacter le SEO. Multi-Page Application, c'est l'architecture traditionnelle du web. Chaque lien ou action charge une nouvelle page complète depuis le serveur. L'exemple le plus connu, c'est le site HTML simple avec des liens pour changer de page. Chaque page est un nouveau point HTML que le serveur va envoyer directement au navigateur. Single Page Application, c'est l'approche des frameworks modernes comme React, Vue, Angular. Une seule page HTML est chargée au début, la plupart du temps sans aucun contenu. Ensuite, tout se fait côté client via le JavaScript. Quand l'utilisateur navigue, on modifie juste le DOM et l'URL sans recharger la page depuis le serveur. Comment un crawler va indexer votre site et pourquoi c'est important? Les moteurs de recherche comme Google utilisent des web crawlers ou des robots d'indexation pour découvrir et analyser les pages de votre site. Voici ce qu'un web crawler fait en général. Il fait une requête HTTP comme un utilisateur, il lit le HTML renvoyé, il extrait les liens, le contenu et les balises importantes. Il décide d'indexer ou non la page selon son contenu. Le souci, c'est que le crawler n'est pas un navigateur et n'est pas capable d'exécuter du JavaScript. Si le HTML ne contient rien ou peu de contenu, le crawler ne verra ni texte, ni image, ni lien. Les crawlers modernes en sont capables cependant, mais déjà c'est pas garanti, c'est plus long et plus coûteux, et certains crawlers ne le font pas du tout. Ils ont même un budget limité pour tourner du JavaScript, donc ils vont peut-être pas pouvoir tout tourner. On peut maintenant rentrer dans les détails des types de rendus. SSR, Server Side Rendering. Le SSR, c'est le fait de générer la page HTML sur le serveur à chaque requête, avant de l'envoyer au client. Ici, c'est le serveur qui fait tout le travail initial. Le client envoie une requête au serveur, qui va ensuite générer le contenu HTML à afficher en fonction de la requête. Le contenu va donc être dynamique et dépendre de ce qu'on demande. Comme tout est fait sur le serveur, sans dépendre du navigateur, on ne peut pas compter sur la configuration du client. Alors pourquoi faire du SSR? On a un faster time to content, on peut afficher du contenu visible très rapidement. On a une connexion plus rapide à la base de données parce que la requête, elle va partir du serveur et pas du client. C'est performant même sur des appareils à faible performance comme des smartphones par exemple. C'est SEO friendly, pas besoin d'exécuter du JavaScript pour avoir une page avec du contenu. Les moteurs de recherche peuvent lire directement le HTML. Quand le contenu s'affiche rapidement, l'utilisateur peut commencer à interagir plus vite. On peut même envoyer la réponse en morceaux, HTML en chunks, pour afficher le haut de la page plus vite et surtout moins de JavaScript à charger côté client. Donc l'application est plus légère. Mais attention, le SSR c'est pas magique, il y a aussi des inconvénients. On a un TTFB qui va être beaucoup plus lent parce que le serveur doit construire la page avant de l'envoyer. Le temps total, c'est le temps du rendu plus le temps du réseau. Si le serveur doit faire le rendu pour chaque client, il peut devenir surchargé et donc lent s'il y a beaucoup de clients. Et donc ralentir l'expérience des clients. Si l'utilisateur a une mauvaise connexion, ça va empirer le problème. Chaque navigation déclenche un rechargement complet de la page. C'est le serveur qui paie la facture aussi. Plus de trafic, plus de CPU. Et ça, c'est un point important, surtout quand votre infrastructure, elle va être sur le cloud. Alors bien évidemment, les API du navigateur ne vont pas être disponibles côté serveur, et gérer un serveur SSR est un petit peu plus complexe qu'un simple site statique. Alors quand utiliser le SSR? Il y a des cas où le SSR est un bon choix, quand le temps d'affichage du contenu doit être le plus rapide possible. Pour un site public avec des besoins forts en SEO et un temps de chargement rapide. Des exemples classiques, Amazon, Twitter, ces sites doivent afficher du contenu visible interactif très vite. Par exemple, un chiffre important, 57% des utilisateurs s'en vont s'ils n'arrivent pas à interagir avec votre site en moins de 3 secondes. Et 80% ne reviendront jamais. A l'inverse, il y a des cas où le SSR est une mauvaise idée. Pour des outils internes, par exemple, ou pour des apps de type SPA, comme Google Calendar. Là, on veut une interface très réactive. On se fiche du SEO. Et le premier chargement n'est pas forcément critique. Pour des blogs ou sites à contenu figé, là, on va préférer faire du SSG. Parce que le SSR, c'est juste trop complexe en fait pour pas grand chose. Voilà pour l'essentiel du SSR. Donc à retenir, rapide à afficher, bon pour le SEO, mais coûteux et complexe côté serveur. Il faut choisir ses batailles. Maintenant, on passe au SSG, Static Site Generation. L'idée est simple. Lors du build, le framework va exécuter le code, récupérer les données nécessaires et générer des fichiers HTML. Ensuite, ces fichiers HTML sont hébergés sur un simple serveur, ou même sur un CDN, et servis directement au navigateur comme de simples fichiers. Résultat, aucun rendu dynamique côté serveur à chaque requête. Le SSG a beaucoup d'avantages. Il a un chargement ultra rapide, le seul délai vient du réseau, le fichier est déjà prêt. Ça soulage
complètement le serveur puisque il fait rien. C'est facile à scaler, on peut utiliser un CDN pour distribuer les fichiers dans le monde entier. C'est aussi plus sécurisé hein, puisqu'il n'y a pas de serveur, donc pas d'attaque possible. C'est économique, pas de calcul côté serveur, pas de coût sur le cloud. Et bien sûr, c'est très bon pour le SEO parce que le contenu, il est déjà là dans le HTML. Mais attention, il y a aussi des limitations importantes. Le plus gros inconvénient, c'est que c'est limité au contenu statique. On ne peut pas l'utiliser si les données changent souvent. C'est pas adapté aux pages dynamiques et aux applications web complexes. Le SSG, c'est parfait dans les cas où le contenu ne change pas souvent. Des blogs, des landing pages, des portfolios. Ce sont des pages qui peuvent être générées une fois, puis servies telles quelles. Il faut par contre éviter le SSG quand les données vont changer trop fréquemment ou que les pages doivent être dynamiques, ou même si on développe une web app. Passons maintenant au CSR pour Client Side Rendering. Ici, c'est très différent des approches précédentes. Comment ça fonctionne? Avec le CSR, le serveur agit simplement comme un serveur statique. Quand le client demande une page, le serveur envoie un fichier index.html vide de contenu. Ce fichier contient uniquement des liens vers les fichiers JavaScript nécessaires. Ensuite, c'est le navigateur qui télécharge le JavaScript, l'exécute, puis génère la page via JavaScript. Tout le rendu est donc fait côté client dans le navigateur. Et seulement une fois que ce rendu est terminé, l'utilisateur peut commencer à interagir. Le CSR a plusieurs avantages intéressants. Surtout pour les applications web modernes. Il a une expérience utilisateur qui est beaucoup plus fluide. Une fois que tout est chargé, les interactions sont super rapides. Le développement est plus simple et plus facile à maintenir, surtout pour les grandes équipes ou les projets évolutifs. Ça fonctionne très bien avec un CDN, ce qui permet de cacher et servir les fichiers rapidement, et on a accès à toutes les API du navigateur, sans restriction. Et enfin, la charge sur le serveur est réduite, mis à part bien sûr les appels API. Mais attention, le CSR a aussi des inconvénients majeurs, et le plus gros problème, c'est le SEO. Puisque le contenu est généré en JavaScript, les moteurs de recherche ne peuvent rien voir. Autre souci, les performances sur des appareils à faible capacité. Charger et exécuter beaucoup de JavaScript peut être très lourd pour un téléphone d'entrée de gamme par exemple. Heureusement, on peut optimiser un petit peu tout ça. On peut faire du code splitting, on va diviser le JavaScript en petits morceaux qu'on peut charger en lazy loading uniquement quand c'est nécessaire. On peut faire du preloading en demandant au navigateur de précharger certains fichiers avant qu'ils ne soient utilisés. Et on peut aussi fournir ce qu'on appelle une application shell. Donc on fournit une structure minimale HTML, CSS et JavaScript pour l'interface qui va être renduite au build. Par exemple, Facebook, Twitter utilisent cette approche pour rendre plus vite une base visuelle même si au final il n'y a rien dedans. Alors quand utiliser du CSR? Le CSR c'est idéal pour des applications web avec beaucoup d'interactions, des projets avec peu de ressources ou peu d'exigences spécifiques et où la simplicité est un plus. Des applications internes où l'utilisateur ne risque pas de partir si le premier chargement est lent. Mais là où par contre la fluidité et la performance de l'application par la suite va être cruciale. Par contre, il ne faut pas utiliser le CSR dans certains cas. Si le SEO est critique, si on a un site riche en contenu comme un blog, une landing page ou une site vitrine, et si on cible aussi des utilisateurs avec des appareils peu puissants. En résumé, le CSR c'est très fluide, très adapté aux apps modernes, mais pas fait pour le SEO ni pour du contenu statique. Maintenant, on va aborder une autre façon de voir le rendu. Ce n'est ni du client-side rendering, ni du server-side rendering, mais un peu des deux. L'hydration. L'objectif de l'hydration est simple en apparence. Rendre interactive une page générée par du SSR. Pour ça, le serveur génère du HTML statique et l'envoie au navigateur. Le navigateur affiche rapidement la page, l'utilisateur voit le contenu, mais aucune interaction n'est possible. Pendant ce temps, le navigateur télécharge le JavaScript, et ce JavaScript va hydrater la page, c'est-à-dire il va lier le HTML déjà affiché aux composants JavaScript de l'application. Une fois l'hydratation terminée, la page devient interactive. L'hydratation permet de résoudre deux gros problèmes du client-side rendering. Améliorer le temps de chargement initial, le contenu est visible immédiatement, et permettre l'indexation par les moteurs de recherche, car le HTML est complet dès le départ. Donc oui, sur le papier, c'est la solution idéale. Mais attention, l'hydration pose deux problèmes majeurs. Premier problème, une application pour le prix de deux. Quand on hydrate une page, on va générer deux fois la même application. Une fois sur le serveur, via SSR, puis une deuxième fois sur le client, avec l'hydration. Pourquoi? Parce que le HTML du SSR est statique, donc il faut le remplacer par des composants dynamiques capables d'interagir. En conséquence, on a le temps du calcul qui est doublé, le poids du JavaScript qui est plus élevé, et des performances qui vont être réduites, surtout sur des devices qui sont un petit peu faibles. Et second gros problème, la vallée de l'étrange, ou Uncanny Valley en anglais. L'utilisateur voit la page s'afficher, mais il peut rien faire. Par exemple, il clique sur un bouton, rien ne se passe. Il essaie d'ouvrir un menu, ça réagit pas, et il pense que le site, il est buggé ou figé. Et c'est souvent plus frustrant qu'un écran vide, parce que visuellement, la page semble prête, et du coup, ça donne une impression d'application qui freeze. Heureusement, plusieurs approches récentes cherchent à optimiser et contourner l'hydration complète. Tout d'abord, la partial hydration. Donc l'idée, c'est n'hydrater que les parties
interactive de la page. Donc le serveur renvoie le HTML complet, le client télécharge un JavaScript plus léger, et seules les zones nécessitant une interaction vont être hydratées. C'est utile si votre page est en grande partie statique, et si vous avez peu de composants interactifs. Mais si l'app est trop interactive, ça sert à rien. Et il y a un coût technique supplémentaire, une logique de segmentation et une gestion fine des composants. On a aussi la progressive hydration. Donc l'idée, c'est hydrater les éléments au fur et à mesure, pas tout d'un coup. Donc le serveur envoie la page HTML, le client télécharge les scripts de manière progressive, et les éléments sont hydratés un par un selon leur priorité, leur visibilité ou leur position dans le viewport. Par exemple, les boutons visibles à l'écran sont hydratés en premier, et les éléments du bas de la page attendent que l'utilisateur scrolle. Mais attention, si l'app est entièrement interactive dès le début, ça n'apporte rien. Le coût en complexité, par contre, est encore plus élevé. Une autre approche intéressante, c'est l'architecture en île, Island Architecture. C'est similaire à une hydration partielle. Une application va être représentée comme une mer d'éléments statiques avec des îlots d'interactivité. C'est une approche différente qui a été inspirée par Astro ou Qwik. Le contenu statique de la page est généré via SSR. C'est la mer. Les composants interactifs sont traités comme des îles. Ces îles ne sont pas hydratées ni exécutées sur le serveur. Elles sont rendues côté client, donc en CSR pur. Le serveur génère le HTML statique de la page avec des placeholders pour chaque île. Le navigateur affiche la page avec tout le contenu non interactif déjà visible. Ensuite, chaque île télécharge son JavaScript spécifique et s'hydrate indépendamment. Résultat, le reste de la page est statique, mais les composants dynamiques deviennent interactifs progressivement. Chaque île est rendue côté client uniquement si nécessaire. Elles peuvent être les îlodides et elles disposent de son propre cycle de vie. Les avantages, c'est qu'on a un temps de chargement initial qui est rapide, moins de JavaScript global, chaque île embarque seulement ce dont elle a besoin, on a une bonne compatibilité avec le SEO et on a une faible charge côté serveur. Mais l'hydration reste quand même coûteuse et c'est pas forcément adapté à toutes les applications, avec des dashboards complexes par exemple. L'hydratation permet de combiner les avantages du CSR et du CSSR, mais elle a un coût important. Elle double le rendu et elle peut créer une expérience frustrante si elle est mal gérée. C'est pourquoi il existe des alternatives comme l'hydration partielle, progressive ou l'Island Architecture, mais aucune n'est gratuite ni universelle. Le choix dépend donc toujours du contexte, du type d'application, de la performance cible et des ressources techniques disponibles. On a vu l'hydration qui est du SSR avec de l'interactivité et une autre approche existe qui est totalement l'inverse, c'est du CSR avec de la statictivité, ouais, je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. On a vu que le CSR pur a deux gros inconvénients. C'est qu'il est mauvais pour le SEO, car la page est vide à l'arrivée des robots de Google, et qu'il est mauvais pour le time to content. L'utilisateur va voir une page blanche pendant que le JS se charge. Pour atténuer ces problèmes, on peut utiliser une astuce intermédiaire, le pré-rendering. C'est le fait de générer du HTML statique au moment du build. Même si l'app est 100% CSR, ce HTML sert de point d'entrée visuel, mais une fois que le JavaScript est chargé, la logique CSR prend le relais. On remplace le contenu statique par une app interactive. Donc comment ça fonctionne? Pendant le build, on va générer une page HTML statique pour chaque route ciblée. Cette page contient une vue figée de l'état initial, un screenshot HTML de la page en quelque sorte, et le navigateur reçoit cette page très rapidement. Donc le time to content s'est amélioré. Une fois le JavaScript chargé, l'app CSR prend la main et hydrate la page pour la rendre interactive. C'est pas du SSR, car rien n'est calculé à la volée côté serveur. Mais c'est pas du SSG non plus, parce que toute la logique d'interaction repose sur le client. L'incremental static regeneration, c'est une technique introduite par Next.js qui combine les avantages du SSG avec la possibilité de mettre à jour le contenu statique après le build initial sans devoir reconstruire tout le site. Autrement dit, avec ISR, tu génères ta page une première fois à la demande, puis tu vas la conserver en cache. Et tu peux la régénérer automatiquement au bout d'un certain délai, en arrière-plan sans impacter les utilisateurs. Alors pourquoi on fait ça? Le SSG, c'est ultra rapide parce que tout est généré à la compilation du site, mais si tes données changent souvent, tu dois rebuild souvent. Ça peut être long et coûteux. Le SSR, lui, génère à chaque requête. Donc il est toujours à jour, mais ça peut être pareil, lent et coûteux côté serveur. L'ISR propose un compromis très intéressant. La plupart des visiteurs reçoivent une version pré-générée, rapide, donc du SSG, et les données peuvent être actualisées automatiquement en arrière-plan, sans déploiement manuel. Donc la charge serveur est réduite par rapport à du SSR classique. Comment ça marche concrètement? La première fois qu'un utilisateur demande une page, si elle n'a pas été générée, Next.js va la construire à la volée. C'est un peu du SSR sur la première requête en fait. Cette page est stockée dans le cache CDN et les visiteurs suivants reçoivent cette page statique instantanément. Après un temps défini, par exemple tous les 10 minutes, on déclenche une régénération automatique en tâche de fond. Pendant la régénération, les visiteurs continuent de recevoir l'ancienne page sans interruption. Une fois la nouvelle version prête, elle remplace l'ancienne dans le cache pour les visiteurs suivants. Cette approche, c'est parfait pour les sites qui ont du contenu principalement statique mais qui va changer régulièrement, qui veulent offrir des temps de chargement très rapides,
et qui veulent éviter de rebuild ou de redéployer tout le site à chaque petite mise à jour. Donc les avantages, c'est qu'on a des performances qui sont proches du SSG, on a une scalabilité facile grâce au cache CDN, le contenu est à jour sans déploiement manuel, et les expériences utilisateurs sont fluides sans téléchargement côté serveur à chaque requête. Par contre, le premier visiteur d'une page non générée va suivre du temps de chargement. C'est pas adapté si tu as besoin d'un contenu absolument frais à la seconde près. Et il y a une complexité un petit peu plus élevée que du pur SSG. Une dernière stratégie qui existe, c'est le Edge Rendering. Jusqu'à présent, on avait deux grandes options. Le SSR, où on génère la page côté serveur, et le CSR, où on délègue au client la génération de la page. Mais aujourd'hui, il y a une troisième voie qui est en train de se mettre en place, rendre les pages directement au plus proche de l'utilisateur sur le réseau de distribution, le CDN. C'est ce qu'on appelle le Edge Rendering. Le terme Edge désigne un serveur léger situé géographiquement proche de l'utilisateur. Donc plutôt que d'envoyer la requête jusqu'au serveur central, on la traite au bord du réseau, d'où le nom Edge. Ces serveurs sont souvent déployés dans des dizaines de villes dans le monde entier et donc optimisés pour les temps de réponse ultra courts. L'idée, c'est de générer dynamiquement du HTML mais sans passer par un serveur distant. La génération se fait directement sur le CDN intelligent. Attention, c'est pas du SSR classique et c'est pas du SSG non plus. C'est du rendu dynamique, mais décentralisé. Ça a des avantages, notamment une latence très faible, les pages vont être générées au plus près du client. Ça a un meilleur TTFB que le SSR centralisé. On a une personnalisation possible, en fonction de la géolocalisation, des headers, etc. On a une scalabilité qui va être automatique, il n'y a pas besoin de gérer les clusters de serveurs, et c'est compatible SEO, parce qu'on envoie du HTML pré-rendu. Bien évidemment, on a des fonctionnalités limitées, pas d'accès à toutes les API serveurs. La durée d'exécution doit être assez courte. C'est pas fait pour les appels bases de données qui vont être lents ou lourds. Le debug peut être un petit peu plus compliqué que sur du serveur classique et on peut avoir du vendeur local. Donc, dans quel cas on va utiliser du Edge Rendering? Personnaliser une page selon la langue de l'utilisateur, la géolocalisation. Choisir dynamiquement un thème, dark ou light, dès le HTML initial. Insérer du contenu marketing personnalisé sans ralentir toute l'application. Ou simplement un middleware logique, l'authentication, redirection, sans serveur backend. Quand est-ce qu'on évite de faire du Edge Rendering? Si votre app a besoin d'accès à une base de données lente ou complexe, si vous faites des calculs lourds côté serveur, si vous devez utiliser des dépendances Node natives, et si votre équipe, par exemple, n'est pas familière avec les contraintes du Edge, donc la taille, l'exécution, le debug. Voilà, on a exploré toutes les stratégies de rendu côté front-end. Mais dans la vraie vie, comment on choisit? Je vous ai fait un petit arbre de décision, ainsi qu'un petit tableau. Je vous les mets, vous appuyez sur pause pour les regarder au calme. Je ne vais pas vous les lire, je vous laisse regarder ça tranquillement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.